Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire, 9e webinaire du Place Marketing Forum organisé par la chaire Attractivité et Nouveau Marketing Territorial. On est aujourd'hui sur le 3e webinaire qui traite de la thématique Grand Projet et on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Anne Giraud, ancienne directrice de l'Agence parisienne pour le climat, et Monsieur Mathieu Rousnac, qui est lui directeur de la mission attractivité et animation des réseaux économiques pour la ville et la métropole de Bordeaux. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, une rapide petite introduction. On voit aujourd'hui qu'on a de nouveaux modèles économiques et sociaux plus durables et inclusifs qui se développent dans nos villes. Territoire zéro chômeur, tiers-lieu, on en a parlé ce matin avec la cité fertile Pantin, Fab Lab, culture urbaine, circuit court, espace de coworking. La crise sanitaire actuelle, elle a conduit les métropoles françaises et internationales à repenser à la fois le suivi et la définition des grands projets métropolitains, que ce soit à court et à moyen terme. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il peut être encore question de grands projets? Le temps est-il venu de penser déjà la relance? La question qu'on va se poser, c'est comment et pourquoi les managers territoriaux peuvent-ils agir pour engager durablement la transition des projets d'attractivité métropolitaine à destination de leurs habitants? Donc, à travers ce webinaire, on va pouvoir revenir sur les notions d'attractivité, de durabilité, mais aussi d'ouvrir le débat sur les actions à mener à court et moyen terme, les liens à proposer entre les domaines d'intervention, les partenariats entre les territoires et le rôle à la fois des citoyens, des associations, des entreprises. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, à les poser dans l'onglet questions, puisque là, on prévoit 40 minutes d'échange avec nos deux experts, Anne et Mathieu, et ensuite, on prendra les questions du public. Donc, je vais commencer avec vous, Anne. Selon une étude récente de Paris, je te quitte, publiée au lendemain du déconfinement progressif, 54% des Franciliens souhaitent quitter Paris le plus vite possible, soit pour un environnement moins stressant, soit parce qu'ils recherchent une vie plus simple. Est-ce que vous pouvez nous donner, vous, votre vision de l'attractivité territoriale aujourd'hui et comment les métropoles, elles peuvent envisager des projets de territoire qui croisent notamment la santé et le développement durable afin de favoriser l'attractivité? Et est-ce que vous pouvez essayer d'étayer vos propos par des exemples? Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'opportunité d'intervenir dans ce webinaire avec un sujet si important. Et avant de répondre directement à cette première question un peu qui me challenge en tant qu'ancienne directrice de l'Agence parisienne du climat, je voudrais juste intervenir sur peut-être faire quatre points de rappel préalablement. Alors, ces 4 points, c'est d'abord autour du Covid, ou de la Covid, puisque c'est plus exactement ça qu'il faut dire. Est-ce que ça a été un révélateur? Est-ce qu'on est arrivé à un point de bascule? Est-ce que la question de la santé devient un fil directeur? Et puis, finalement, pour répondre à votre premier challenge, c'est quoi l'avenir des métropoles dans ce contexte? Alors, le premier élément, est-ce que la crise du Covid a été un révélateur? On peut dire que oui. Il faut quand même rappeler que les métropoles n'ont pas attendu la crise du Covid pour s'organiser, pour agir, pour se préparer et pour anticiper un certain nombre de crises. Je voudrais quand même aussi mettre en avant les grandes politiques publiques qui sont menées au niveau de toutes les grandes métropoles en France et de toutes les collectivités locales autour des plans climat, énergie territoriaux, des stratégies de résilience, de l'ensemble des plans qui sont des plans directeurs dans les territoires, dont on a, c'est vrai, effectivement, assez peu entendu parler dans cette période de crise. Sans doute que la question de la campagne électorale, de la réserve électorale a eu un impact négatif sur cette communication, mais il faut quand même rappeler ces éléments-là. Et puis 2020, c'est une année incroyable. On dit la crise du Covid est un révélateur, mais il y a eu plein d'autres choses qui se sont passées en 2020. Il y a eu les grands feux de forêt en Australie, la crise des gilets jaunes, la lutte contre les violences policières aux États-Unis. Se profile en novembre la future élection du président
du président américain. Et puis hier, il faisait quand même 38 degrés en Sibérie. Donc, ce révélateur de la crise de Covid qu'on a connu ces dernières semaines, c'est important de le remettre en perspective d'une série de vagues successives. Et ceux qui suivent les réseaux sociaux ont sûrement vu ce dessin avec une série de vagues. Et on voyait la crise du Covid comme une première vague, et puis ensuite des vagues beaucoup plus longues, beaucoup plus importantes, qui nous arrivent, qui sont celles du changement climatique et de la biodiversité, avec une crise beaucoup plus forte, beaucoup plus lente, mais dans laquelle, on va dire, on va pas se priver de dire que ce qui s'est passé là doit être effectivement un révélateur pour agir. Alors, révélateur, mais du coup, est-ce qu'on est à un point de bascule? C'est-à-dire que est-ce qu'on va passer du monde d'avant et du monde d'après? Là, il y a eu, dans les 3 derniers mois, un nombre incroyable de propositions. Et là, je ne sais pas, et sans doute d'autres le diront dans quelques mois pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Je pense qu'on n'y est pas tout à fait, parce que si on voulait être dans un point de bascule, il faudrait on se soit aligné par rapport à des nouvelles valeurs. Et ces nouvelles valeurs, c'est celles qui vont réconcilier l'humanité et le vivant. Parce qu'on voit bien que si cette crise de santé a eu lieu, c'est parce que quelque part, on avait oublié qu'on était des êtres extrêmement liés à notre biodiversité. C'est parce qu'on n'a pas un engagement complet dans une globalité de transformation. Et c'est parce qu'on n'a pas non plus un récit progressif du scénario que tout le monde doit engager avec une vision de ce qu'on doit faire en 2050 et progressivement, ce qu'on peut faire maintenant tout de suite, ce qu'on doit faire à moyen terme, ce qu'on doit faire à très très long terme. Et j'invite ceux que ça intéresse, cette forme de timing, à se rapprocher des travaux qui sont menés actuellement par une association qui s'appelle Renaissance écologique, qui mène justement des travaux de réflexion sur l'articulation de ces différents scénarios. Alors, troisième point, la question de la santé. Effectivement, la santé était vue peut-être précédemment comme une politique parmi d'autres. Là, il est clair que le sujet de la santé va être remonté comme une nouvelle grille de lecture de l'ensemble des politiques publiques et que les plans climat, les stratégies de résilience doivent s'inspirer forcément de la question de la santé et que cette grille de lecture-là, elle va remonter comme un indicateur très fort de toutes les politiques. Et puis, quatrième point, alors pour répondre quand même à la première question, est-ce que les grandes villes ont un avenir alors que les semaines de confinement et cette sortie montrent ce que vous avez dit dans ce questionnement. Alors, je vais faire une réponse un petit peu humoristique pour commencer. Je crois que c'est Alphonse Allais qui disait à la fin du 19e siècle, si on construisait les villes à la campagne, on aurait certainement un air plus pur. Donc, voilà, je pense qu'on va avoir des difficultés et des impossibilités à transférer toutes les villes à la campagne, ça ne va pas être possible. Et puis, il faut rappeler aussi que les villes, en termes de changement climatique, donc c'est l'autre grande vague qui nous attend après celle-là, restent quand même des structures extrêmement performantes parce que on y consomme beaucoup moins en termes de mobilité, on a un bâti plus résilient. Voilà. Donc, les villes, globalement, sont plutôt bien placées. Je parle des villes européennes, je ne parle pas des villes américaines. Dans les villes européennes, on est plutôt bien placé en termes de lutte contre le changement climatique. Mais même si on est très performant dans les villes, c'est vrai qu'il va y avoir de grands chantiers à engager, et cette fois-ci de manière beaucoup plus forte, pour pouvoir répondre à ceux qui ont envie d'en partir et répondre à ces vagues qui nous attendent. Alors, j'ai essayé d'en lister 4 dans ces chantiers à entreprendre pour maintenir la population quand même en ville. La première, c'est un chantier d'infrastructure urbaine. Le gros chantier que nous avons à engager dans les villes, c'est celui de la rénovation du parc bâti. Il faut quand même bien s'entendre que 90% du parc bâti de 2050, il est déjà construit. Et que ce bâtiment-là, il doit montrer sa résilience, son efficacité, sa capacité à prendre soin aussi des personnes en période de canicule. Voilà. Donc, il y a un énorme chantier à entreprendre. Et pour parler du cas parisien, c'est un sujet majeur qui a été entrepris par la municipalité et l'APC portait. Donc, infrastructure urbaine. Dans ces infrastructures-là, il y a une nouvelle infrastructure
qui va devoir prendre encore plus de place. C'est celui de l'agriculture urbaine et de la végétalisation. À Paris, dans le précédent mandat, il y avait un objectif d'avoir 100 hectares de toits et de façades végétalisées, dont une trentaine d'hectares réservés à l'agriculture urbaine. Ça veut dire, dans une ville qui est une des villes les plus denses d'Europe, faire un peu de la couture urbaine pour retrouver les lieux où on peut faire de la végétalisation. Ça veut dire et avoir tout un travail d'accompagnement du changement, accompagnement des professionnels. Donc voilà. Donc là, et ça, c'est très important aussi en question de santé, en particulier santé face aux périodes de canicule qui vont certainement nous arriver. Donc, infrastructure urbaine, infrastructure de mobilité. On parle beaucoup du plan vélo, donc beaucoup de choses qui se disent à Paris là-dessus. Mais il n'y a pas que le vélo, il y a aussi toutes les nouvelles formes de mobilité et de non-mobilité. Puisque ce que nous a appris la crise, c'est que l'on pouvait aussi résoudre une partie de la problématique qui nous attend dans les villes par l'organisation de la non-mobilité, c'est-à-dire aussi les connexions qui nous permettent de rester en phase avec notre milieu professionnel et les autres, sans avoir un impact carbone. Dans ces grandes transformations, il y a aussi ce que là où ça nous interpelle, c'est la question de la société. C'est-à-dire, c'est vrai que les villes vont devoir offrir plus de calme, plus de bien-être, plus de rénovation de villes laissant plus de mixité sociale, certainement moins de grands projets. L'ère des grands-mères bâtisseurs de signes architecturaux urbains sont sans doute un petit peu passés, et que les tiers-lieux, comme vous en parliez ce matin, devront amener plus d'humanité dans la définition de ces projets. Et puis sûrement aussi de nouveaux équilibres d'aménagement, c'est-à-dire que la ville doit aménager son territoire avec les territoires qui sont proches. Et pour Paris se pose aussi la question de la métropole, de la métropolisation. Voilà. Alors, pour terminer sur cette question, je voudrais peut-être juste une petite interrogation parce que on dit que les métropoles doivent se transformer, qu'il y a encore beaucoup de challenges devant elles. Il y a un projet de loi, le projet de la loi 3D, qui est toujours en discussion depuis, je crois, le mois de janvier 2020. Sans doute que ces discussions ont été suspendues avec la crise actuelle. Un projet de loi décentralisation, différenciation et déconcentration. C'est un sujet qui a d'ailleurs été porté par le président de la République lors de sa dernière intervention. Alors, puisqu'il y a beaucoup de territoires ici présents et que l'IMPGT est au cœur des politiques publiques, je me dis que peut-être qu'une question sur laquelle on pourrait travailler, c'est que ce projet de loi, comme le souhaite le comité 21, soit un projet de loi décentralisation, différenciation, déconcentration et développement durable. Voilà. Affaire à suivre dans les discussions réglementaires des prochaines semaines. Merci Anne. On va attendre que Mathieu revienne. Il a disparu. Il doit avoir un problème de connexion. Ah, voilà. Donc, vous nous rappeliez, donc vous nous donniez 4 grands enjeux, infrastructure urbaine, agriculture urbaine, mobilité, bien-être et mixité. À vous maintenant, Mathieu. On voit du coup que la crise économique du Covid-19 touche de plein fouet l'économie réelle et qu'elle vient renforcer les conséquences des grandes transformations liées notamment à la transition écologique, au numérique, au vieillissement de la population. Vous, quelle est votre vision de l'attractivité territoriale et comment les métropoles, selon vous, peuvent-elles envisager le suivi et la redéfinition de leur projet de territoire afin d'améliorer de manière qualitative et ou quantitative leur attractivité? Bien. Merci. Effectivement, je suis navré, j'ai eu un petit problème de connexion, donc je n'ai pas pu entendre la fin de l'intervention d'Anne. Et je m'en excuse, mais je vais essayer de répondre au mieux à cette question. Tout d'abord, je distinguerai les effets et les enseignements que l'on peut retirer de la crise sanitaire que nous venons et que nous sommes encore en train de vivre ici en France et dans le monde, des enseignements qu'on peut retirer sur les questions des enjeux métropolitains et de la vie en agglomération. Avec cette réflexion-là, elle est engagée depuis assez longtemps et elle est porteuse de nombreuses réflexions effectivement sur les questions qui ont pu être évoquées sur de circuits courts, des questions qui découlent beaucoup des problématiques qui sont rencontrées par les territoires urbains, en termes de mobilité, problématiques de logement, de
d'homogénéité sociale selon certains territoires. On a parlé de rénovation de quartiers qui pouvait entraîner des phénomènes de gentrification. Bon, je crois que dès lors que l'on est dans le domaine de la vie urbaine, de la vie en collectivité, on est nécessairement sur une question qui intègre la complexité, le complexe et les interactions entre ces problématiques. Intervenir sur, on va dire, les clés de l'attractivité. Donc, c'est quand même toujours, je le rappelle, toujours ces deux forces, attractivité, c'est attirer et essayer de retenir sur son territoire des talents, des capitaux, mais c'est également cette dimension du rayonnement, de promouvoir, donc d'exister dans un rapport de concurrence qui est établi entre les pays et les villes, évidemment, par rapport à des cibles qui sont similaires, que sont les créations d'emplois, les talents, qui sont créateurs de valeurs différenciantes. Donc, on compose avec ces éléments sur, on va dire, ce qui relève d'un marché territorial et du marché économique. La crise sanitaire qu'on vient de vivre, elle a bouleversé le modèle établi. Mais je crois qu'effectivement, j'aime bien cette idée de la série de vagues. Voilà, c'est une crise qui porte en elle effectivement tout un ensemble d'autres crises, et au sens, je dirais, non pas spécifiquement anxiogène ou dramatique de la crise qui serait quelque chose de négatif, mais la transformation. Donc, on va parler de transition écologique, de transition énergétique, de transformation même des modèles urbains. Et effectivement, je crois que ça passe par ce travail sur les problématiques rencontrées, une capacité à sortir de la réponse qui était traditionnellement, effectivement, qui se traduisait beaucoup en infrastructure. Vous vous souvenez la phrase qui était citée par Richard Florida, faisant référence au PDG d'Hewlett Packard. Voilà, ne construisez plus des nœuds autoroutiers. Voilà, les gens viendront là où il y a une concentration de talents créatifs. Bon, donc là, on est effectivement, je crois, dans ce nouvel enjeu. Et donc, on parlait de la data, qui allait devenir le régime des données en termes de marketing santé, sur un ensemble de domaines économiques, le nouvel or noir. Eh bien, nous sommes dans cette période où nous allons à la recherche de l'or vert. Je crois que c'est ce qui va animer beaucoup de territoires. Je dirais qu'on est sur un sujet qui maintenant est assez largement partagé et qui dépasse les clivages. Les clivages notamment partisans ou politiques. On trouve en France, je n'ai pas le sentiment de trouver beaucoup de personnes ou de mouvements qui remettent en question même l'idée du réchauffement climatique, de sa réalité, de son impact, effectivement, qui désormais peut être mesuré, objectivé, notamment à travers des outils technologiques qui ont permis de donner une vision très claire et factuelle. Je pense notamment via l'exploration spatiale. On a désormais des photos satellites, une observation de la planète qui permet de démontrer ce qui n'est pas une thèse contre une autre, mais ce qui devient une réalité. Sur le plan philosophique, je pense que ça peut être encore complexe pour l'humain d'intégrer qu'il est menacé dans son propre écosystème global, qu'il est en train de se détériorer, c'est-à-dire et donc convoqué à devoir faire autrement. C'est toujours difficile de changer une habitude, et quand on est dans la gestion de la cité, le changement d'habitude, je pense à quelque chose maintenant qui a plusieurs années, mais les habitants se sont habitués maintenant au tri des déchets, c'est quelque chose qui est intégré. C'est relativement récent. Il y a 15 ans, on ne le faisait pas, et donc on peut apprécier à la fois la capacité qu'ont les citoyens à prendre de nouvelles habitudes et en même temps mesurer le temps qu'il faut, un temps long pour les intégrer. Donc, je crois que cette prise de conscience, elle peut être anxiogène à mesure précisément, au-delà de la prise de conscience, on arrive au temps des actions. Et comment on le met en œuvre et comment ces actions peuvent-elles faire sens et faire système. Je vois sur la réflexion qu'indiquait Anne sur la nécessité du global et en même temps du détail, du sectoriel. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer faire du développement durable avec des politiques de développement économique qu'on ne modifierait pas et de conserver ce que l'on peut, hélas, observer dans trop d'endroits, dans trop de secteurs, et ce qui est propre à la sphère publique, d'avoir cette logique d'organisation qui a tendance à plutôt organiser des silos, et il est difficile de rencontrer des matières qui ont besoin d'échanger pour pouvoir se compléter, et c'est, je crois, l'essentiel de ce que l'on porte quand on est
professionnels dans le domaine de l'attractivité du marketing, c'est de rompre ces frontières et d'aller effectivement sur cette innovation en termes de politique publique qui vient du croisement des références d'un domaine et de l'autre. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus précisément, mais voilà, cette prise de conscience, elle se heurte aujourd'hui à cette nécessité d'agir et d'avoir une traduction systémique, effectivement, pour l'ensemble des politiques publiques. Donc, moi, je suis absolument convaincu que cette prise de conscience, elle est générale. Vous l'avez rappelé, nous sommes quand même encore, pour la plupart, pour un certain nombre de villes, en période de campagne électorale, avec un scrutin et un second tour qui auront lieu dimanche. Donc, je ne me prononcerai évidemment pas sur ces questions d'ordre politique, mais je dirais qu'à titre d'observation, on voit bien que la prise de conscience, elle est transpartisane. Et donc, la nécessité d'agir, elle est là. Et donc, bien entendu, moi, je suis convaincu que pour l'ensemble des territoires, les feuilles de route qui vont pouvoir émerger à l'issue de la crise, elles ont cette vertu-là. C'est un peu cette dichotomie qu'on a vu naître, monde d'avant, monde d'après. Bon, mais alors, le monde d'après, quand on veut rattraper le monde d'avant, qu'en est-il? Et est-ce que le monde d'après, c'est quelque chose qui est immédiatement, pour revenir aussi sur ces enjeux d'échéance, est-ce qu'à court terme, c'est quelque chose qui va être porteur et positif sur les valeurs que l'on recherche en termes d'attractivité? Et ces premières valeurs, elles sont directement menacées par, j'évoquais la vague sanitaire, qui va être suivie de cette vague, et qui l'est déjà, d'une vague sociale et économique. Donc, lorsque l'on fait l'attractivité territoriale, eh bien évidemment, c'est un sujet de préoccupation et de mobilisation en même temps. C'est notre premier enjeu. Voilà, nos entreprises, nos emplois et les équilibres sociaux et territoriaux, puisque tout cela est assez imbriqué. Merci Mathieu pour cette précision, du coup, cette explication de cette dimension systémique qui recherche la durabilité, l'inclusion des actions, que ce soit de tous les territoires, pas que seulement les métropoles. Donc, Anne, vous aviez souligné lors de notre préparation un manifeste très intéressant qui est celui de l'Association des dirigeants territoriaux et anciens de l'Institut des études territoriales, qui est paru donc le 25 mai dernier. Je vous en sors deux petites phrases. Notre système de développement actuel est une impasse. Il est vital de faire évoluer nos manières de penser et de faire. Une fois qu'on a dit ça, maintenant, comme vous l'avez aussi rappelé Mathieu, il faut se mettre dans l'action. Donc, quels sont les changements de pratique, vous, Anne, que vous avez observés et que vous envisagez pour mettre en œuvre des projets d'attractivité métropolitaine, et quelles seraient, du coup, les relations peut-être infra- et supramétropolitaines à développer pour penser des projets d'attractivité plus durables et plus inclusifs? Merci beaucoup. Merci effectivement d'avoir rappelé cette contribution des directeurs territoriaux. C'est des choses que l'on n'aurait, je pense, pas vues il y a quelques années. Je crois que vous posez bien la question parce qu'en fait, le diagnostic, et Mathieu l'a rappelé aussi très, très bien, l'alerte dans laquelle on est, elle est forte. L'essentiel des sujets, ils sont sur la table. Bon, bah alors, en gros, qu'est-ce qu'on attend? Voilà. Et maintenant, je dirais, s'il fallait résumer, le temps de l'action et du courage est venu. Voilà. Et je pense que c'est ça qui nous attend. Alors, je vais essayer de répondre par petits éléments à votre question. Alors, d'abord, en forme de clin d'œil. J'ai posé lundi au directeur de l'agence d'attractivité de la métropole de Lyon la question, est-ce qu'on pourrait imaginer une agence d'attractivité et de transition écologique? Est-ce possible? Et finalement, il a beaucoup aimé cette question en disant, ben oui, il est clair que ce sujet-là, de faire percoler la question de l'attractivité, de la transition écologique est indispensable et on est bien d'accord. Après, la mise en œuvre va être un petit peu compliquée, mais on est bien d'accord là-dessus. Donc ça, c'était mon premier petit clin d'œil et c'est bien que ce forum ait pu servir aussi de voie de passage entre des thématiques qui n'étaient pas forcément parlées avant. Dans les pratiques que vous évoquez, je dirais, il est important effectivement que l'on puisse sortir de son territoire propre en tant que collectivité et commencer à tisser d'autres liens partenariaux métropolitains. Quand on parle de dépendance alimentaire, quand on parle de sécurité alimentaire, quand on parle de sécurité sur l'approvisionnement,
nouvelles mobilités. Ça veut dire qu'il va falloir réfléchir sur des zones beaucoup plus larges et trouver des nouvelles formes de partenariat qu'il va falloir construire. Là aussi, un autre mot, et je vous prie d'excuser si je répète toujours ça, je pense que c'est l'idée du timing. Le timing, il est très important. On a des chantiers qu'on peut démarrer maintenant. Il y en a d'autres qui seront à moyen terme et il y en a d'autres qui sont à très, très long terme. Et c'est bien d'expliquer aussi aux personnes qui ne sont pas forcément dans le sujet qu'on ne leur demande pas de faire tout de suite. Et que les expertises qui sont là, les scientifiques, les industriels sont là pour donner un tempo de cette transition et de cette transformation. La neutralité carbone, il faut la faire pour 2050, c'est pas pour 2021. Mais il faut se mettre en chantier. Et là, je rajouterai un deuxième élément de timing qui me semble très important, et c'est celui qui attend nos nouveaux élus. Nous avons deux mandats pour engager la transition écologique. Le changement climatique, c'est une courbe en cloche. On sait qu'on va encore augmenter un petit peu parce qu'on a des changements d'infrastructures à faire qui sont très importants. Mais les 2 prochains mandats sont essentiels. Donc, Mathieu l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet qui est largement partagé. C'est plus une question politique, c'est une question de comment est-ce qu'on veut faire. Et je crois que ce timing-là et de ces 2 mandats et le fait que les directeurs territoriaux s'emparent du sujet me semble très, très important. Alors, je vais quand même me risquer à quelques axes ou quelques recommandations. Il y a un terme qui n'a pas du tout été, ou ça m'a peut-être échappé dans les webinaires précédents, c'est celui des objectifs de développement durable. Et je pense que le travail qui a été fait au niveau des Nations Unies et qui, globalement aussi, nous ramène au fait qu'on est en France, mais que c'est toute l'humanité, finalement, qui est concernée par ce sujet. Et ces 17 objectifs de développement durable offrent un cadre méthodologique, un cadre d'action qui est très utile. Et ça, c'est bien de temps en temps de le rappeler. Et puis, dans les 4 axes que je voudrais souligner, c'est dire, il me semble, dans les transitions qu'on doit faire, la première chose, c'est être économe en ressources. Donc là, on a un travail de sobriété à engager et de partage de cette sobriété, plus de liens, moins de biens, hein, comme on a dit récemment. Donc, économie des ressources avec tous les outils qui existent déjà, d'économie circulaire, d'éco-conception. Il y a beaucoup d'outils qui nous aident à ça. Relier l'humanité avec le vivant et être économe en ressources. La résilience. La ville de Paris a été une des premières à engager une stratégie de résilience. Effectivement, les attentats à Paris ont beaucoup bouleversé, bien évidemment, la vie de la ville. Et on s'aperçoit que cette suite de crises nous engage absolument à organiser des territoires, donc pas seulement la collectivité autochtone, l'ensemble de ses acteurs et de ses citoyens, parce que les crises qu'on va avoir à subir sont encore à venir et qu'au travers des stratégies de résilience et des chocs, c'est comment est-ce que la collectivité dans son ensemble crée un meilleur lien social pour protéger les plus faibles. Et ça, c'est très important. Donc, 3e axe, c'est aussi l'équilibre du territoire avec ses territoires, donc cette partie aménagement du territoire qui est important. Et puis, le 4e qui regroupe un peu les autres et qui est venu un peu à la mode, mais je crois que c'est vraiment très utile, c'est le fait qu'on s'engage vers une transition juste. Quand on sait que 10% de la population mondiale émet 50% des émissions de gaz à effet de serre, on se dit que si on veut embarquer tout le monde, il va falloir faire différemment. Et donc, embarquer aussi les plus démunis, montrer que ces transitions sont aussi protecteurs des plus faibles et sont aussi positifs pour eux. Donc, mettre ça sous le symbole de la transition juste me semble un élément important. Je prie de m'excuser les auditeurs, enfin les personnes qui écoutent, parce que mon approche c'est un petit peu franco-française, peut-être un petit peu trop parisienne aussi, donc voilà. On a Bordeaux qui est là aussi. Je voudrais quand même vous dire aussi en conclusion qu'il y a quand même des bonnes nouvelles dans cette histoire-là. Parce qu'il faut aussi donner des messages positifs. Hein. On a un timing, voilà, on peut faire les choses progressivement. Et il y a des solutions. Les solutions, elles sont déjà là. Moi, je participe à une grande initiative qui est à destination des entrepreneurs pour dire que les solutions existent, qu'on aimerait bien qu'il y ait plus de moyens qui soient mis sur l'intelligence collective, sur la formation, sur l'information,
parce que les transformations qu'il y a à faire, elles impliquent les politiques publiques, mais elles impliquent aussi les compétences, la réindustrialisation aussi. Donc tout ça, ce sont des sujets d'intelligence collective, de formation, pas seulement d'investissement en dur, mais aussi d'investissement en jus de cerveau, si je puis dire, et qu'il y a des moyens importants qui sont à faire. Et puis pour dire aussi quelques mots sur les entreprises, la loi Pacte, qui date de quelques années, enfin très récente, donne aussi des dimensions aux entreprises nouvelles. Et donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui réfléchissent différemment à leur raison d'être et pourquoi elles agissent et quelle est leur responsabilité vis-à-vis de, justement, l'humanité, vis-à-vis de ces grands sujets. Donc, je pense que le fait qu'il y ait des solutions, le fait qu'il y ait une interrogation quand même qui commence à se partager largement dans les entreprises sur cette interrogation sur sa raison d'être et son rôle par rapport au monde et aux grands enjeux. Et puis le fait qu'on a des nouveaux élus, quel que soit leur bord, et que les 2 prochains mandats vont devoir être essentiels pour eux parce qu'ils vont avoir un rôle majeur et très enthousiasmant de mettre en place ces transformations. Merci Anne, vous avez en partie répondu à l'une des questions qui était posée par Christine, qui était de savoir si le modèle, je ne sais pas si vous connaissez ça, de la donut economy qui a été mis en place par la métropole d'Amsterdam, qui consiste à partir des besoins de la base et justement à être sobre en ressources, pouvait être dupliqué sur la métropole. Bien évidemment, c'est ce que vous venez de signifier avec ces 4 axes. Hein. Je les rappelle, économie des ressources, résilience, équilibre du territoire et transition juste, comme vous l'avez bien explicité. Mathieu, on sait que la densité urbaine des métropoles, elle a été pointée du doigt à travers le monde pour son rôle dans la propagation du virus. Par exemple, New York et Londres représentent respectivement 23% des victimes américaines et britanniques du virus. Pourtant, la densité urbaine, elle permet de lutter contre le réchauffement climatique en limitant l'étalement urbain. À cette injonction paradoxale, ça c'est vous qui l'avez souligné dans notre préparation, s'ajoutent des rapports au temps et à l'espace qui sont chamboulés. Est-ce que vous avez observé des changements déjà de pratique dans la manière d'assurer le suivi des projets d'attractivité portés par les métropoles et quelle est la temporalité requise pour penser ces projets de relance d'une attractivité équilibrée? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples sur ce qui se fait dans votre ville métropole de Bordeaux? Oui, bien sûr. Alors, jusqu'observer, on a déjà mis en œuvre ce genre d'action. Je dirais qu'ici à Bordeaux, on a engagé en 2019 un travail de prospective, donc bien avant, qui s'intitulait Bordeaux 2050. Et nous-mêmes, nous sommes dans le cadre d'une action qui s'inscrit dans une feuille de route économique qui a été votée par l'ensemble des élus métropolitains en 2016, avec un horizon, avec des objectifs fixés pour 2030. Je crois que c'est intéressant de voir que là où, et c'est peut-être aussi un des points d'équilibre entre les différentes instances territoriales, là aussi ça pose question et c'est certainement une question qui va revenir et qui a été soulevée aussi par la crise. Rôle et la place de l'État, la question des collectivités territoriales, qu'elles soient à l'échelon régional, départemental, les métropoles et les villes. On l'a vu et on l'observe en permanence. Dès lors qu'il y a un besoin dans un temps très court, un besoin en urgence, ce sont les maires. Ce sont les maires qui sont immédiatement sur le terrain. Les élus, c'est eux qui sont sollicités. Ça demeure encore cet élu de proximité. Donc, on est sur ce rapport de confiance qui est essentiel et dont on a besoin vraiment aujourd'hui. J'entends l'urgence climatique, elle doit intégrer je dirais, la nécessité démocratique qui, là aussi, est un modèle qui fait notre particularité de civilisation et qui reste un enjeu en permanence. Ça reste toujours un enjeu, d'animer la démocratie. Et j'observe d'ailleurs que c'est un enjeu qui est largement pris par les élus qui le mesurent. Il y a la nécessité de faire vivre le débat, de s'associer à la fois des expertises, mais de pouvoir consulter, emmener la population. Donc, les questions qu'on se pose en matière d'attractivité, elles se calquent bien sur ces enjeux qui se posent pour les édiles. Quand on a
pu observer des territoires qui ont été en phase de, on va dire, en fait, saturation d'attractivité. Je pense à des exemples très fameux comme Barcelone ou Amsterdam, qui se sont retrouvés à devoir arbitrer entre une politique offensive d'attraction, essentiellement en matière de tourisme d'ailleurs, et qui se sont retrouvés en but avec un rejet des habitants qui ont pu se sentir dépossédés et de leur ville et de leur qualité de vie. Donc, venait cette question, est-ce qu'une logique d'attractivité peut s'opposer à la qualité de vie des habitants? Je crois que sur ces questions-là, il faut absolument relier. Et c'est là où je rejoins l'enjeu du collectif et je dirais de l'intelligence collective au sens littéral du terme, c'est-à-dire la façon de faire lien, de créer du lien entre les autres, entre les disciplines, entre les exemples et pratiques qu'on peut observer. Donc, ça peut paraître un peu théorique, mais on revient quand même à l'essentiel, c'est-à-dire, je dirais, les maîtres mots, ça va être remettre du sens. Je crois que dans une des critiques que l'on peut faire et que l'on a pu entendre au sujet justement des dimensions métropolitaines, c'est le trop et la question du sens. Pourquoi tant d'habitants? Pourquoi une telle concentration, tant de moyens de créer ces îlots urbains à côté de déserts ruraux avec les difficultés que l'on observe, en particulier justement dans ces territoires qui sont soit périphériques, soit en ruralité, qui connaissent eux des difficultés d'accessibilité, des apparitions de services publics. Bon, et en même temps, dans les centres urbains, on a ce besoin en permanence de renforcer encore, de développer ces transports pour décongestionner, pour offrir plus de logements. Donc, on est effectivement face à ces injonctions paradoxales. Et pour autant, on peut effectivement trouver des solutions et les mettre en œuvre. Je dirais qu'à Bordeaux, on a d'ores et déjà engagé depuis plusieurs années, au sein de la métropole de Bordeaux, un programme de coopération. C'est bien pour ne pas être une métropole refermée sur elle-même, mais précisément d'engager avec des territoires extérieurs, dans l'ensemble de la Gironde et de la région, des collaborations et des coopérations sur des thématiques communes. Donc, et ça s'applique aussi au champ de l'attractivité. Donc, on a ce lien avec des territoires comme Bourg, je pense à Angoulême, on a des champs qui sont très soutenus avec le Garonne également, le Marmande, ou le bassin d'Arcachon. Vous voyez, cette opposition qu'on a pu faire entre les métropoles d'un côté et les territoires ruraux, là aussi, on a des choses à faire en commun et des choses à apporter. Et ça, on le traduit concrètement en matière de marketing territorial. Nous, on considère qu'on a une chance remarquable par rapport à une ville d'une taille encore moyenne. Bordeaux, la ville de Bordeaux, c'est moins de 300 000 habitants. Donc, c'est activiste par rapport au poids des capitales européennes. Mais nous avons un atout considérable qui est celui de bénéficier d'une marque à résonance mondiale. Bordeaux s'inscrit dans le monde et cette marque, on ne la vit pas comme un trésor à conserver jalousement. C'est au contraire quelque chose que l'on peut mettre en partage. C'est ce qu'on a pu expérimenter typiquement dans des partenariats de marques que nous avons mis en place avec ces territoires voisins. Par exemple, si vous allez seul faire un salon professionnel, c'est compliqué, c'est coûteux. Allons-y ensemble, on vous amène cette logique d'ombrelle. On va allumer ce phare qui est Bordeaux et qui peut irriguer le reste du territoire. Et on a effectivement pu mesurer de très bons résultats et des partenaires qui saluent à la fois cette logique de partenariat équilibré et en même temps avec un gain pour chacun, puisque alliés, on développe des projets, on s'associe, on est plus fort. Et pour ces territoires, précisément de ne pas être dans un rapport de friction, mais précisément d'association. Donc ça, c'est un exemple très concret de ce qui peut se mettre en place, tout en respectant l'identité territoriale. Parce que, encore une fois, je parlais de l'importance de remettre du sens. Je crois que si on veut faire de l'intelligence collective, ça ne peut se structurer aussi que sur un ensemble de valeurs. C'est ça qui permet de fédérer, vous savez, l'opposition entre un référentiel de règles va diviser, créer des tensions. Le référentiel des valeurs permet de regrouper, de fédérer et donc de créer justement ce lien qui permet aussi de se réinventer. Parce que précisément, quand on est face à un modèle dont on dit qu'il doit être réformé, ça peut être à la façon, effectivement, le comment faire doit trouver une réponse à plus. Il faut être très vigilant par rapport à ce qui pourrait relever de l'univers des sachants. Et on va prendre le modèle, si on souhaite embarquer un maximum de personnes, il faut
démontrer. Donc, il faut agir pour fournir des preuves. Et je crois effectivement, comme dans le domaine de l'innovation entrepreneuriale, on connaît parfaitement cette logique de test and learn, bien, n'ayons pas peur d'échouer, d'essayer des nouvelles choses qui ne garantiront pas nécessairement un résultat, mais c'est-à-dire que tout ce que l'on pourra tenter, c'est peut-être, je crois, aussi une façon pour les futurs élus qui prendront leur mandat de se décharger d'une pression qui est à la fois très forte, des attentes très fortes, et dans le même temps, avancer vers l'innovation, c'est prendre le risque de se tromper pour mieux apprendre et essayer. Quand on est face à un changement de modèle, nous n'avons pas un modèle tout tracé pour y aboutir. Il va donc pouvoir falloir intégrer ces notions d'expérimentation, de partage et précisément aussi d'audace. L'audace d'essayer, d'innover. Et je crois que ça va être effectivement une des clés pour pouvoir transformer et effectivement rapprocher l'agriculture de ces milieux très urbains, mais ce sont des thématiques et des politiques publiques qui ont été amorcées depuis un moment sur le développement de l'agriculture urbaine, la question de l'industrie 4.0, de la transition énergétique, la transition dans les opérations zéro déchet. Donc il y a beaucoup d'actions très fortes dans lesquelles la ville et la métropole de Bordeaux se sont engagées. Je dirais enfin que j'ai le souvenir d'avoir participé à une conférence où on évoquait la question de la biodiversité et de l'attractivité. Comment est-ce qu'on va rapprocher finalement ces matières? On va plutôt parler d'attractivité avec des professionnels du marketing, des entrepreneurs et des développeurs économiques. Finalement, avec le développement durable, on le rapproche et il faut que ça se compose ensemble. Moi, je crois qu'aujourd'hui, et j'en suis convaincu, préserver la biodiversité, c'est la meilleure façon d'assurer une attractivité durable. Nous, à Bordeaux, et ça, on n'a pas attendu la crise du Covid, depuis 2 ans, nous portons une démarche d'attractivité durable, précisément sur ce concept qui concilie à la fois le développement durable et une politique volontariste de se démarquer et de ne pas être non plus dans une posture, je dirais, idéaliste et dogmatique, mais donc nous sommes dans une réalité de marché, une réalité de concurrence et la réalité aussi d'un monde qui est globalisé. Toutes les initiatives que l'on pourra mettre en œuvre au niveau local, elles s'intègrent dans un global et pour autant, il ne faut pas se laisser démobiliser par ce global et on peut agir et impulser au local. Je crois que ça, c'est vraiment une des notions, en tout cas, qu'on porte et dont je suis convaincu de la nécessité, attractivité durable, comment on arrive à capitaliser sur ce qui constitue les éléments essentiels d'un territoire, ces atouts qui peuvent être objectivés, effectivement, on l'a évoqué, enfin, tous les critères et indicateurs qui mesurent en permanence le marketing territorial, mais de se relier ce qu'on appelle l'ADN de ce territoire, cette valeur différenciante et qui échappe à la compétition, c'est ce sens profond qui nous distingue et qui nous permet d'avancer sur un projet qui est conforme à l'identité du territoire et qui permet justement d'emmener un maximum de personnes, et qui sont plus des citoyens que des consommateurs. Et je tiens aussi à cette distinction, pas les mêmes. Et on a Merci besoin de Mathieu. Merci en tout cas pour ce beau message. Vous avez repris l'audace, les valeurs, la solidarité, etc. On va maintenant prendre un petit temps, on a 15 minutes, pour répondre à des questions qui ont été assez nombreuses. La première, il y en a 2 là que je vois qu'on peut rassembler, qui reviennent pas mal. C'est d'abord comment, une question de Céline, comment sont impliqués les citoyens dans les dynamiques de coopération avec les autres territoires? Comment est-ce qu'on les implique? Quels outils existent ou quelle temporalité peut-être? Est-ce qu'on les implique dès le début, etc. Et comment, la question de Christine, quelle solidarité se mettent en place avec les autres collectivités? Vous avez parlé de partenariat. Est-ce qu'il faut que les choses soient formalisées? Voilà, comment ça se passe? Anne nous a quittés. Je ne sais pas sur quelle question vous voulez répondre. Alors, peut-être sur la question des partenariats et la place des citoyens. Ouais. Ça, c'est une question qui est souvent évoquée. Est-ce qu'on peut mener une stratégie d'attractivité sans emmener les citoyens? Je dirais que mais à mon sens, c'est une question qui ne se pose même pas. Une démarche qui n'emmène pas les citoyens, elle est vouée à l'échec. Mais après, la question se pose du véhicule. Donc, à mon sens, et surtout dans le contexte dans lequel on est,
une démarche d'attractivité, elle va reposer sur à la fois, si on prend les principes du marketing, on a une offre territoriale qu'on va faire, qui va rencontrer les aspirations citoyennes. Ces aspirations et cette demande, on va dire, des habitants, ouais, il est évident, elle s'exprime dans les urnes et dans l'ensemble des instances qui existent et qui émaillent, évidemment, et ça, c'est une chance dans la plupart des territoires. Il y a de nombreuses opportunités d'associer très régulièrement les citoyens aux décisions. Il y a les mécanismes de concertation, de participation citoyenne, de conseils de développement durable. Enfin, de nombreuses instances ont été mises en œuvre et c'est heureux pour que précisément il n'y ait pas une vie démocratique qui soit échelonnée sur les seuls scrutins. Donc je dirais qu'ils sont associés à la vie de la cité. Après, on parle des partenariats. Encore une fois, moi je crois à la preuve. Selon les secteurs, vous voyez, quand on est sur une démarche d'attractivité économique, qui nous mobilise plus spécifiquement à Bordeaux, on est davantage sur cet enjeu qui répond effectivement à ce besoin d'attirer des talents, des emplois, des entreprises. On n'est pas nécessairement obligé de passer par une concertation avec des habitants pour pouvoir s'associer, pour emmener un territoire et avoir une représentation sur la commercialisation de locaux d'entreprises et de mètres carrés dans des salons immobiliers qui permettent d'avoir une action à la fois concrète, efficiente, pour autant ne vont pas concerner immédiatement les citoyens, mais ça les concerne nécessairement indirectement. Parce que si on a une bonne présence sur un salon, on va rencontrer des futurs clients, on va donc pouvoir générer de l'activité, créer de l'emploi, et donc là, ça va concerner évidemment les habitants qui sont aussi des salariés, des entrepreneurs. Donc, vous voyez, sur cet aspect, on finit toujours par apporter un bénéfice, même indirect. Je ne sais pas si je réponds assez précisément à la question. Oui, vous avez répondu. Hein. Donc, Anne, pour vous rappeler, parce que vous avez été un instant déconnecté, Mathieu a essayé de répondre à l'une des questions qui revenait là justement sur comment on implique les citoyennes dans les démarches d'attractivité, de partenariat, voilà, qui revient aussi au niveau de l'urbanisme, enfin des projets urbains. Est-ce qu'ils sont impliqués aujourd'hui? Peut-être sur les solidarités, Anne, comment est-ce qu'on pourrait repenser ces solidarités entre les territoires plus concrètement, hein? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont déjà en place? Et on a une question intéressante qui je pense peut être reliée, c'est comment on concilie attractivité et qualité de vie, ce qu'on a vu tout à l'heure, cet équilibre qui repose bien évidemment hein, sur des solidarités quand on est sur des échelles différentes. Sur cette question un peu de partenariat, de nouveaux outils, de participation, certainement qu'il y a une palette d'outils qu'on peut mettre en place. Comme disait Mathieu tout à l'heure, on peut pas, tous les outils ne sont pas valables pour tous les sujets. Moi, je pense qu'il y a certainement quelque chose d'assez général qui serait vraiment très utile pour faire un peu la bande passante finalement pour rentrer sur ces sujets de développement durable, c'est essayer de construire un récit du territoire avec ses partenaires, de ce qu'il va, comment il se projette au milieu du 21e siècle. Enfin, c'est ça. C'est ce récit de vie qui se décline dans différents secteurs, qui se décline avec des partenariats. Et cette construction des récits, elle est quelque part dans les grandes politiques publiques, que ce soit la préparation des SCOT. Mathieu parlait tout à l'heure du travail formidable de prospective qui a été fait sur Bordeaux 2050, qui a exploré plein de sujets. Paris, c'était changer d'air aussi. Donc, ce travail de récit, ça donne un peu cette espèce d'ombrelle globale sur je me projette et je suis en tant que citoyen capable d'imaginer ma vie réussie au 21e siècle quand on a fait la paix avec notre planète. Ceux qui m'ont eu comme étudiant savent bien que je dis toujours ça. Et puis après, à l'intérieur de ça, on a quand même toute une série de dispositifs, soit parce qu'ils sont réglementaires et qu'il faut les mettre en place, soit parce qu'on a envie de les faire. Et sur des approches un peu avec des territoires différents, quand on parle par exemple des questions qui sont liées aux inondations, si on veut éviter qu'il y ait trop d'inondations à Paris, il va falloir faire des partenariats avec les territoires en amont pour préserver les zones de captage, pour faire de nouvelles formes d'urbanisme. Et tout ça, ça commence à créer des solidarités. Et on voit bien que la ville-centre, elle peut rien faire
sans ces partenaires. Puis après, il y a tout un volet sur les projets d'urbanisme. On n'imagine pas un projet de rénovation qui veut aller jusqu'au bout, sans prendre en compte les habitants, les citoyens, les futurs usagers, etc. Donc, maintenant, il y a quand même toute une palette d'outils qui se mettent en place régulièrement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, je trouve à chaque fois vous donnez des exemples. On réintègre le bon sens aussi, je crois. Je crois Voilà. que c'est une chose qui paraît, qui peut être assez éloignée finalement, mais qui est quand même une boussole extraordinaire que j'ai pu m'observer avec la plupart des élus avec lesquels j'ai pu travailler, c'est que c'est quand même un atout extraordinaire pour un élu de cultiver son bon sens qui permet précisément face aux différentes expertises, aux différents problèmes qui se présentent chaque jour, au quotidien, à chaque heure, voilà. S'engager dans la vie de la cité, c'est s'engager à se confronter à des problèmes et à essayer autant que possible de les résoudre. Et je pense que ça, c'est une des vertus de cette crise, de nous faire prendre un peu de hauteur sur cette logique dans laquelle nous étions, d'un monde certes globalisé, mais dans une logique de croissance, de performance, qui est assez éloignée du monde du vivant. Ça se saurait si tous ceux qui nous écoutent le savent bien. Dans sa propre vie, on est rarement sur une ligne droite, sinon c'est plutôt préoccupant. Il y a des courbes, c'est la même chose quand il s'agit de la vie collective. On n'a pas une trajectoire toute tracée, il faut savoir et s'adapter. Pour cela, la boussole du bon sens, elle va nous permettre aussi de réinterroger qu'est-ce que c'est que de faire une question de projet commun. Et moi, je sais qu'un des engagements majeurs du maire de Bordeaux qui me paraît s'inscrire dans cette problématique d'époque, c'est comment assurer du lien social, lutter contre l'isolement. Et je crois qu'il s'agisse de l'aspect social ou intellectuel, l'isolement est rarement bon. On s'enrichit rarement d'une pensée qui se renferme. Et donc, je crois que c'est tout l'intérêt aussi de ces webinaires, je l'espère, qui peuvent contribuer à semer quelques graines de réflexion et aussi de contestation, puisque ça permet d'avancer et de changer aussi ces modèles qui peuvent être parfois modifiés. Et du coup, peut-être, là, on a eu vraiment des tendances, des visions très positives, mais on a une question qui se pose sur le fait que la crise économique puisse faire émerger de vieux réflexes, voilà, comme vous disiez, de performance, de mesures quantitatives, et aussi sur les partenariats. Moi, je fais ma thèse justement sur le travail collectif entre les métropoles et les régions, et je vois que les partenariats génèrent souvent beaucoup de difficultés, de blocages. Comment, je vous pose la question à tous les deux, on a deux regards, comment vous pensez, vous, qu'on peut essayer d'infléchir cette tendance-là? On a parlé du récit de territoire, etc. Comment, est-ce que c'est par des exemples, des actions qui vont se passer et qu'au fur et à mesure, on va voir que c'est possible? Comment on peut refouler ces vieux réflexes et revenir sur le bon sens et dire que, bien évidemment, quand on est plus nombreux, on est plus intelligent et plus fort. Si je puis répondre, ce que j'attends, si j'avais une lettre au Père Noël ou aux nouveaux élus, je dirais que ce serait bien qu'ils prennent leur nouveau mandat avec courage, audace et modestie. Si je suis légitime sur un sujet, parce que j'ai les compétences, on va dire, politiques, administratives pour le faire, et que je suis le mieux placé pour le faire, alors je prends le lead. Et je construis les partenariats qui vont bien. Si je ne suis pas légitime, et si d'autres personnes le sont, ou d'autres niveaux territoriaux le sont, alors c'est très bien. Et c'est très bien que cette institution-là le porte. Et dans ce triptyque modestie, audace et courage, je pense que finalement le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va vivre bien tous ensemble en paix au XXIe siècle, nous dépasse tellement que je laisse un peu de côté. Mais vous savez que je suis une grande optimiste quand même. Hein. Mais voilà ma lettre au Père Noël, parce que j'y crois encore. Mathieu. Est-ce que vous auriez, vous, peut-être pas une lettre au Père Noël, mais voilà. Non, là, je... Oui,
Courage, audace, oui, on l'a évoqué dans les échanges, ça va être, je dirais, une nécessité indispensable. Modestie et humilité, oui. Moi, je vous dirais que lorsque, précisément, ça nous a renvoyé aussi à cela, la crise sanitaire qu'il a fallu gérer. Ici, elle nous a beaucoup mobilisés, essentiellement, d'abord au service des entreprises. Ça, c'est aussi un des éléments qu'il faut noter. Donc, moi, je dirais, j'ajouterais, puisqu'on en est à 3, moi, j'aime bien les quadriptyques. Alors, modestie, agilité. Il faut aussi quitter, et c'est la meilleure façon de pouvoir faire preuve de courage et d'audace, c'est de ne pas avoir trop d'a priori. C'est ce qui est le plus compliqué. Il faut lutter contre ces a priori, contre ce qui est déjà, ce qui semble établi, puisque sinon on n'innove pas et on est dans la conformité. C'est une bonne valeur aussi, mais l'audace, elle nécessite effectivement de remettre en cause et de réinterroger ce qui est. Et je crois qu'effectivement, cette période, elle nous a amené à ça, nous a amené à travailler autrement, à nous adapter précisément. J'entends, on a beaucoup fait référence au collectif. Je crois que là aussi, c'est une manifestation un peu post-traumatique, puisque c'est précisément ce qui a été rompu, le collectif physique, avec cette appellation absurde de distanciation sociale, qui était une distanciation physique, pas sociale. C'est une distanciation qui dissout les communautés humaines pour les ramener aux communautés familiales, enfin voilà, de préservation, où l'autre était une potentielle menace. Où on a pu croire même un temps que nos enfants étaient les principaux vecteurs. Enfin, moi, je trouve que c'est bien qu'on regarde le monde qui arrive et nos élus vont devoir effectivement s'en saisir dans un temps très court, puisque beaucoup d'éléments vont intervenir dès l'automne sur le plan économique et social, encore une fois, mais qu'il est important de bien analyser, de tirer les leçons de ce qui a été vécu. Et moi, reste persuadé qu'une privation générale de liberté pendant 2 mois et demi, sur le peuple des Lumières, ça laissera immanquablement des traces, pas uniquement dans le vécu, mais aussi sur la façon de penser. Et donc, c'est peut-être aussi une façon de se raccrocher. Et ici, dans la ville des 3M, les Lumières, évidemment, je crois que c'est un secours dont nous avons besoin pour aussi se rappeler de nos fondamentaux, ce qui nous aide à avancer. Et donc, ce collectif qui nous aide à effectivement établir les partenariats. Alors, moi, je distinguerais ce qui relève des partenariats institutionnels, qui peuvent être évidemment toujours marqués, influencés par des approches qui sont politiques, stratégiques, qui se positionnent, qui mettra en premier son drapeau. Bon, on est là sur les enjeux de communicants et de politique, donc c'est ça aussi. C'est pas quelque chose. Comme il n'y a pas de Père Noël, tout le monde ne vit pas en harmonie, et donc il peut y avoir, et c'est bon aussi qu'il y ait du débat et parfois du conflit. En revanche, oui, la bonne intelligence bien ordonnée, je crois que ça, c'est une façon plus peut-être modeste d'aborder les choses, mais que chacun veille aux intérêts collectifs dont il a la charge pour estimer effectivement comment les faire progresser le mieux possible. Donc, les valeurs, le sens et encore une fois, le dessin. Le yen, le dessin qu'on peut proposer à son territoire, la trajectoire, et ça, elle va être nécessaire. Pour ne pas subir, précisément, ne pas être passif et être moteur, et ça, effectivement, c'est une tâche ambitieuse et difficile qui attend nos élus du XXe siècle qui arrivent dans cette période. Mais je vous remercie, ce webinaire touche à sa fin, donc je vous remercie d'abord, je rappelle Mathieu Rousnac qui est directeur de la mission attractivité et animation des réseaux économiques de la ville et de la métropole de Bordeaux. Il a bien souligné à ce moment. On précise que ce sont ces 2 entités justement pour l'inclusion. Et Madame Anne Giraud, qui est l'ancienne directrice de l'Agence parisienne pour le climat, qui a longtemps enseigné aussi dans notre bel Institut de management public et gouvernance territoriale. Je remercie aussi le public qui a posé des questions pertinentes, qui a suscité la réflexion chez nos experts. Et j'en profite pour vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous inscrire aux 3 webinaires qui auront lieu demain sur le même format que d'habitude. D'abord, opinion avec la réflexion d'un élu. Ensuite, pratique avec la récompense d'un cas. Là, ce sera Transform City Amsterdam. Et enfin, le webinaire inspiration, donc sur les territoires à spécificité. Bien, je vous remercie et à bientôt.
Merci. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.